pour dire que si vous acceptez ou non, vous devez accepter. Si vous n'acceptez pas, ça va carrément vous sortir de la rencontre. Donc, l'enregistrement est parti. Donc, on va débuter là, différents sujets aujourd'hui, comme qui était prévu à l'ordre du jour, déplacement et allocation de déplacement, changement de part d'attache, congés fériés et vacances. Donc, je débute. Donc, qu'est-ce qu'un déplacement? Ben, un déplacement, c'est quand l'employeur vous prend de votre poste pour vous envoyer ailleurs. Donc, ça pourrait être vers un autre service ou ça peut être ce qui est le plus fréquent, c'est vraiment dans un autre port d'attache ou un autre lieu que votre lieu de travail habituel. Ça peut être pour des fins de formation, mais des fois, ça peut être pour dépanner dans un autre établissement. Là, je ne sais pas, vous travaillez dans un accueil d'un CLSC, il manque quelqu'un dans un autre accueil, ça prend quelqu'un pour que le CLSC puisse ouvrir. Ben là, ça se peut qu'il puisse vous transférer. Mais dans ces cas-là, quand c'est des cas vraiment là, pour aller remplacer quelqu'un d'autre qui manque quelque part, ça ne peut pas être répétitif, ça ne peut pas devenir une manière de remplacer. Là. Normalement, c'est vraiment dans l'exceptionnel. Et aussi, là, quand il y a des déplacements en ce sens, c'est toujours par ordre inverse d'ancienneté s'il n'y a pas de volontaire. Donc, on demande s'il y a des volontaires. S'il n'y a pas de volontaire, bien, on procède, on prend la personne la moins ancienne et on la déplace. Donc, ça, c'est pour la notion de déplacement. Donc, comme je disais, l'employeur peut être appelé à vous déplacer. Pour savoir si vous êtes en déplacement, vous devez savoir que vous avez un seul port d'attache. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en télétravail. Là. Même si vous êtes en télétravail, officiellement, vous avez quand même un port d'attache. Donc, ce serait où je dirais normalement là, votre bureau, là, si vous étiez pas en télétravail. Donc, si vous étiez probablement avant la pandémie ou le lieu qui est affiché, là, si vous avez postulé, normalement, pas normalement, dans l'affichage, il est indiqué là, c'est quoi votre port d'attache. Donc, la définition, c'est où est-ce que vous exercez vos fonctions, c'est où est-ce que vous recevez vos ordres, c'est où est-ce que vous faites rapport de vos activités. C'est sûr que quand vous êtes en télétravail, ça peut avoir l'air que votre maison devient votre port d'attache, mais officiellement, c'est un port d'attache associé à un site chez l'employeur. Donc, ça serait où est votre bureau si vous n'étiez pas en télétravail, pour ceux qui sont dans le télétravail. Donc, lorsque vous êtes en déplacement, si vous vous déplacez pendant votre corps de travail, tout votre temps de déplacement est considéré comme du temps travaillé. Donc, on ne peut pas vous demander de vous déplacer pendant votre heure de dîner ou pendant vos pauses. C'est vraiment considéré comme du temps travaillé. Et vous pouvez réclamer le kilométrage parcouru si vous utilisez votre auto ou réclamer des frais de taxi ou de transport en commun là, dans le cas que ce serait de cette manière-là que vous vous déplacez. Mais il est important de savoir que c'est toujours aux frais de l'employeur quand vous vous déplacez pendant votre corps de travail. Si vous vous déplacez directement, soit le matin ou le soir pour revenir à la maison, vous ne passez pas par votre port d'attache, vous allez directement vers un autre site ou vous revenez directement d'un autre site plutôt que de votre port d'attache. C'est le kilométrage excédentaire parcouru qui peut être réclamé. Donc, supposons que ça vous prend normalement 15 km vous rendre à votre port d'attache et là, vous allez à un autre lieu le matin, ça vous en prend 20. Bien, 20 moins 15, 5. Donc, vous pouvez réclamer 5 km le matin. Si vous faites la même chose le soir, évidemment, un autre 5 km le soir. C'est la même chose pour le temps excédentaire pour vous déplacer. Donc, matin, ça vous prend 30 minutes de vous rendre à votre port d'attache et là, on vous déplace, ça vous en prend 45. Même chose pour le soir, vous revenez, ça vous prend 45 minutes pour revenir plutôt que 30. Mais là, ça fait 2 fois 15 minutes. Ces 15 minutes-là sont considérées comme du temps travaillé. Donc, soit que l'employeur vous le paie en temps supplémentaire ou qu'il vous accorde le droit d'arriver plus tard, d'arriver plus tôt, mais à tout de moins, ce temps-là doit être considéré comme étant du temps que vous avez travaillé.
puisque vous avez eu à vous déplacer plus longuement là, pour vous rendre. Évidemment, dans les deux cas, c'est toujours dans l'optique où c'est plus long, soit en kilomètres ou en temps. Évidemment, si vous allez dans un port d'attache qui est plus près et qui vous prend moins de temps, bien évidemment, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le réclamer parce que c'est vraiment ce qui est excédentaire qui peut être réclamé le matin ou le soir. Donc, ce qui peut être le kilométrage, donc c'est pour chaque kilomètre là, que vous réclamez, vous obtenez un montant de 54,5 sous par kilomètre pour les 8000 premiers kilomètres que vous parcourez dans l'année. Si c'est par la suite, c'est autour de 48,5 sous. Considérant qu'on est à Montréal, là, c'est plus le 8000 km et plus, là, c'est beaucoup plus pour les personnes qui sont en région, là, qui vont arriver dans ces montants-là. Là. De règle générale, nous, ça se maintient en bas du 8000. Aussi, ben, il y a le montant là, pour quand vous parcourez sur une route graveleuse, mais à part quand il y a des constructions, vous allez en faire sur 200 mètres, là, mais ça s'applique encore une fois là, beaucoup plus pour les gens qui travaillent en région. Aussi, quand vous êtes en déplacement, les frais de péage, normalement, les déplacements sont à l'intérieur de l'île, donc normalement, il n'y a pas de frais de péage là, dans notre cas. Et le stationnement est remboursé. Donc, si vous allez déplacer un autre port d'attache que le vôtre pour une formation, mettons, ça vous coûte 10 vous parquez parce qu'il n'y a pas de stationnement disponible. Vous gardez la facture, vous pouvez le réclamer, là, ce montant-là. J'ai mon chat qui fait du grand arrière de moi. Donc, pour les repas, quand vous êtes en déplacement, vous pouvez réclamer les repas là, selon les taux qui sont prévus là, plus bas, à 10,40 le déjeuner, 14,30 le dîner, 21,55 pour un souper. En règle générale, dans notre cas, c'est beaucoup plus le dîner. Vous ne pouvez pas le réclamer, par contre, s'il y a un repas qui est fourni. C'est relativement rare, mais ça peut arriver. Là, déplacé pour une formation, le repas il est fourni déjà ou pour une rencontre d'équipe, mettons qu'il y aurait un repas de fourni, là, on ne pourrait pas réclamer parce que le repas est fourni. Et aussi, vous pouvez le réclamer si vous pouvez retourner à votre port d'attache dans un délai jugé raisonnable. C'est le cas quand vous êtes déplacé, mais que le site est très près. Je pourrais vous donner comme exemple, là, je sais qu'il y a des gens qui travaillent aux ressources humaines qui sont à l'hôpital Notre-Dame et qui vont être déplacés on va changer leur port d'attache, ils vont être déplacés juste l'autre côté de la rue, au pavillon La Fontaine. Évidemment, dans ce cas-là, c'est juste à côté, ils ne pourraient pas réclamer, puisqu'ils peuvent revenir à leur port d'attache quand même relativement facilement. Et le tout se fait toujours là, sous présentation de factures. Là, donc, gardez vos factures, vous rentrez votre compte de dépenses. Là, maintenant, tout ça peut se faire de manière informatique. Là, vous pouvez scanner vos factures là, dans votre compte de dépenses. Donc, mais c'est important pour les repas et les stationnements là, de garder vos factures. Aussi, si vous déplacez autrement qu'en auto, donc que vous prenez le transport en commun pendant que vous vous déplacez, mais c'est important de garder les preuves là, aussi également. Bon, maintenant, voiture requise. Il arrive que l'employeur, pour certains postes, exige que la personne ait une voiture parce qu'elle va à se déplacer de manière fréquente. C'est notamment le cas là, en informatique, là, quand il y a des personnes qui ont à se déplacer là, régulièrement là, pour faire des interventions directement sur un site, aller faire des installations, etc. Donc, ils sont en support. C'est quand même fréquent qu'ils ont à se déplacer et qui ne sont pas nécessairement toujours à leur part d'attache. Donc, dans ces cas-là, l'employeur va exiger que la personne ait une voiture là, pour pouvoir obtenir le poste. Donc, c'est ça, c'est ce qui est la notion de voiture requise. Dans ce cas-là, quand l'employeur exige la voiture, l'employeur doit, sous présentation de facture, payer le paiement c'est le paiement de l'assurance affaires. Là. Donc, quand vous négociez le contrat d'assurance automobile, bien, vous devez payer plus cher là, pour avoir l'assurance affaires. Donc, cette partie-là de l'assurance
va être remboursé par l'employeur avec preuve à l'appui. Il y a aussi, quand vous avez une voiture requise, il y a un kilométrage garanti. C'est-à-dire que si vous faites moins de 8000 km dans l'année en déplacement, là, ce qui est dans notre situation, vu qu'on est sur l'île, règle générale, les gens qui vont se déplacer vont faire en bas de ça. Pour tous les kilomètres non parcourus en deçà du 8000, donc mettons vous en avez parcouru 5000, pour les 3000 restants, on va vous accorder un montant équivalent à 8 sous le kilomètre. Donc, pour 3000 fois 8 sous, on va vous donner ça. À la fin d'année, on va vous payer ces kilométrages-là non parcourus à ce taux-là de 8 sous le kilomètre à la fin de l'année. Mais ça, c'est vraiment dans les cas où la voiture est requise. Donc, c'est une obligation de l'employeur. Et finalement aussi, quand vous avez une voiture requise, l'employeur doit soit vous fournir un stationnement au port d'attache ou vous le rembourser. Règle générale, il va par remboursement, là, donc avec preuve. Donc, normalement, soit c'est dans la plupart des cas, c'est sur notre paye qu'on paie le stationnement, donc l'employeur le rembourse par la suite. Si dans d'autres cas, il y a des endroits que des fois, c'est des stationnements de la ville ou des trucs, mais ça, c'est garder les factures là, pour ces personnes-là. Vous allez pouvoir demander le remboursement. Maintenant, le changement de port d'attache. Donc, il peut arriver que l'employeur change votre port d'attache. Règle générale, là, dans notre cas, c'est beaucoup dans le contexte de déplacement des activités. Donc, comme exemple, on a en ce moment, là, au niveau des ressources humaines, il y a beaucoup de personnes qui sont au 46-75 Bélanger, qui ont déjà déménagé en partie, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Et des gens, entre autres, qui sont au 75 Port-Royal, entre autres aussi, qui vont déménager vers le pavillon La Fontaine. Dans ces cas-là, l'employeur doit vous aviser 30 jours à l'avance. Donc, c'est un avis écrit formel qui vous dit que votre port d'attache va changer de telle place à telle autre place. Donc, une fois que le changement de port d'attache est effectif, donc que vous êtes rendu dans votre nouveau port d'attache, vous êtes considéré en déplacement pendant les 60 premiers jours de calendrier. Donc, comme vous êtes considéré en déplacement pendant ce temps-là, vous avez le droit aux différentes allocations de déplacement là, que j'ai parlé plus tôt, stationnement, kilométrage excédentaire, temps excédentaire, repas, etc., selon les mêmes règles. Vous êtes considéré en déplacement. Suite aussi, pendant les 30 premiers jours de votre déplacement, pour les titulaires de poste, pendant les 30 premiers jours, vous pouvez démissionner de votre poste sans pénalité pour vous inscrire sur la liste de rappel. Supposons que vous n'aimez pas le nouveau port d'attache, c'est trop loin, etc. Mais vous pourriez démissionner de votre poste et retourner à la liste de rappel. Et ce, sans pénalité. Normalement, quand on démissionne de son poste, on a un certain temps pendant lequel on ne peut pas postuler sur d'autres postes. Mais dans ce cas-là, vu que c'est suite à un changement de port d'attache, vous avez le droit de démissionner sans pénalité pendant les 30 premiers jours. Dans le cas des personnes qui sont en assignation, donc qui sont sur un remplacement et que le remplacement est déplacé de port d'attache, vous pouvez, au moment qu'on vous informe que qu'il y aura un changement de port d'attache, vous pouvez, à ce moment-là, décider d'abandonner l'assignation que vous faites et le quitter là, au moment que le changement de port d'attache va s'effectuer. Mais vous devez le faire au moment que vous êtes avisé et non, il n'y a pas une période d'essai de 30 jours comme c'est pour les titulaires de poste. Le tour là, pour toutes les règles là, au niveau de l'allocation des placements, changement de port d'attache, donc congé férié. Donc, congé férié, la convention collective prévoit qu'on a 13 congés fériés payés. Dans le cas des personnes à temps partiel, ils sont payés via les bénéfices marginaux. La convention collective locale vient déterminer quand ont lieu ces 13 congés-là. Donc, vous pouvez les voir ici. J'attire votre attention là, sur la particularité qu'il y a là, au niveau du férié de la Confédération, là, de la Fête du Canada. Il n'est pas, auparavant, là, dans la plupart des conventions collectives, il était tout le temps systématiquement le 1er juillet. Dans la nouvelle convention collective locale là, qui date de 2019,
il est prévu qu'il soit toujours collé à une fin de semaine. Donc, si le 1er juillet est un samedi, un dimanche ou un lundi, il sera le lundi. Dans le cas qu'il est le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi, il va être le vendredi suivant. Donc, il est toujours soit le vendredi ou soit le lundi pour faire une longue fin de semaine. Aussi, les dates d'acquisition, vous voyez que pour les deux congés mobiles, il y a une date d'acquisition. Donc, la date d'acquisition, c'est-à-dire que vous devez travailler à temps complet à ce moment-là, donc le 11 novembre ou le 14 février dans le cas du F9 pour y avoir droit. Donc, si, mettons, vous devenez titulaire à temps complet après le 11 novembre, évidemment, vous n'aurez pas accès à ce congé-là, congé mobile-là. Même chose pour le 14 février. Ou si c'est le contraire, vous étiez temps complet, vous l'avez anticipé, ce congé-là, parce qu'il est possible d'anticiper, et qu'au moment de son acquisition, vous êtes devenu temps partiel parce que vous avez changé de poste, vous êtes en congé sans solde, bon, etc. Bien là, évidemment, vous l'avez pris à l'avance, mais finalement, vous n'y avez pas le droit. Donc, dans ce cas-là, la personne va devoir le rembourser. Francis, je vais t'arrêter 2 petites secondes. Oui. Je vois qu'il y a une main levée. Juste rappeler là, que la période de questions, ça va être à la fin de la présentation. Donc, on prévoit un 30 minutes, puis après ça, il va y avoir le 30 minutes pour les questions. Je vais juste faire un petit complément d'information à ce que Francis a dit. En fait, on s'est aperçu aussi que plusieurs gestionnaires vont dire que la journée est vraiment le 11 novembre si on prend le congé mobile. Donc, je porte à votre attention, c'est vraiment un congé mobile. Ce n'est pas une date fixe le 11 novembre ou le 14 février. C'est vraiment des congés mobiles. En effet, votre gestionnaire ne peut pas vous imposer de prendre le congé à cette date-là, comme il pourrait le faire pour les autres, puisqu'il peut fermer le service pour les autres congés. Là. Donc, il se peut que, mettons, à la fête du travail, bien, vous êtes obligé de le prendre là parce que le service n'ouvre pas. Comme dans notre cas, là, dans le personnel administratif, c'est beaucoup le cas. Dans beaucoup de cas, là, les services sont fermés lors des congés fériés. Donc, ils vous l'imposent, mais pour les congés mobiles, ça, c'est vraiment vous qui décidez quand vous voulez le prendre dans l'année. Donc, par la suite, pour la période entre Noël et le jour de l'an, il est possible si dans le cas que votre service serait fermé ou partiellement fermé, il est possible de prendre d'autres types de congés pour venir combler les 3 jours qu'il y a. Donc, normalement, il y a 3 jours entre les congés de Noël et ceux du jour de l'an. Donc, il y a 3 jours. Vous pouvez venir les combler avec soit le férié 10, qui est le vendredi saint, des heures en banque, ça peut être un congé mobile, un motif personnel. Bon, vous pouvez venir combler avec d'autres si votre service ferme ou il est partiellement fermé. Cependant, l'employeur ne peut pas vous l'imposer, ne peut pas vous imposer de prendre des congés entre les 2 fêtes, simplement parce qu'il voudrait fermer son service. Donc, dans ce cas-là, si vous désirez travailler entre ces 2 congés-là, vous pouvez le faire. Et s'il n'est pas capable de vous faire travailler sur votre site habituel et qu'il doit vous déplacer sur un autre site parce que, mettons, le site est fermé, il décide de fermer le site, bien évidemment, là, vous aurez droit aux allocations de déplacement qu'on a parlé plus tôt. Aussi, lorsque l'employeur fait travailler les personnes lors des congés fériés, dans certains services, c'est ouvert, pensez au centre d'hébergement, les réceptions, les différents accueils, l'urgence, bon, etc. Il doit le répartir de manière équitable. Donc, ce n'est pas toujours aux mêmes personnes du service à aller travailler. Donc, ça doit être fait de manière comme en rotation, donc, un tour de rôle. À moins évidemment qu'il y ait des gens qui voudraient tous les travailler, puis ça ferait leur affaire, c'est une chose, mais normalement, il doit les répartir équitablement entre les différentes personnes du service. Également, lorsque dans ces mêmes services-là, souvent on est tenu de travailler lors d'un congé férié, vous ne perdez pas le congé, évidemment, vous avez l'opportunité de le mettre en banque pour le reprendre ultérieurement. Et vous pouvez maintenir une banque de 5 congés fériés dans votre banque. Donc, vous pouvez cumuler 5 jours. Ainsi, si vous avez déjà 5 congés, bien évidemment, vous allez devoir le prendre à la période prévue. Également, il est possible aussi là, ces congés fériés là, qui sont banqués, vous pouvez les maintenir dans votre banque au-delà de l'année.
Donc, même si c'est cette année, vous pourriez l'avoir en banque et le prendre juste l'année prochaine, en autant que vous ne dépassez jamais plus que 5 congés. Ce qui nous amène aux vacances. Donc, convention nationale, on prévoit le nombre de jours qui sont payés. Donc, après un an de service, c'est 20 jours. Après ça, vous voyez, là, si vous regardez là, après un certain nombre d'années de service, là, on gagne des journées là, pour aller jusqu'à un total de 25 jours là, pour les personnes là, qui ont 25 années de service. Donc, année de service, là, je vous rappelle qu'année de service, c'est à partir de la date d'embauche que ça se calcule et non en ancienneté. C'est deux notions différentes. L'ancienneté, c'est selon le nombre de jours travaillés, tandis que année de service, c'est vraiment des années calendrier. Aussi, si jamais vous avez travaillé ailleurs dans le réseau avant de travailler au CIUS et que vous avez et que ne s'est pas passé plus d'un an entre votre ancien emploi et le CIUS, vous pouvez faire reconnaître ces années-là que vous avez travaillé ailleurs dans le réseau pour déterminer le nombre de journées de vacances que vous avez. Donc, supposons que vous avez 15 ans de service au CIUS et avant de travailler au CIUS, vous avez travaillé, je ne sais pas, mettons, au CHUM, je dis comme ça pendant 2 ans. Là, 15 ans de service au CIUS plus 2 ans de service au CHUM, ça vous donne 17 ans. Donc, à 17 ans, vous voyez que vous auriez droit à une journée de plus, donc vous pourriez faire reconnaître. Si c'est le cas, je vous invite à faire des requêtes là, au guichet avec la preuve là, la preuve d'emploi de l'ancien employeur pour qu'il y ait juste votre banque de vacances. Donc, les vacances se cumulent toujours pour l'année suivante. Donc, du 1er mai au 30 avril, on cumule pour le 1er mai au 30 avril de l'année qui suit. La période normale de vacances, c'est entre le 15 juin et le 30 septembre. Donc, c'est le moment où normalement, vous devriez être en mesure toujours de prendre vos vacances, mais ce n'est pas une obligation. Mais l'employeur doit être en mesure de vous accorder l'ensemble de vos vacances à ce moment-là, si c'est votre désir, mais il est toujours possible de vous garder des semaines de vacances là, pour la période hivernale. Quand vous prenez vos vacances, lorsque vous prévalez de votre ancienneté, dans le fond, sont accordés, mettons, il y a un quota, quand on peut avoir 4 personnes qui partent en même temps, donc on y va par ancienneté, ceux qu'ils ont choisi. Votre ancienneté, elle compte, mais pour un seul bloc de vacances. Donc, si vous prenez des vacances séparées, supposons là, en septembre, vous allez choisir vos vacances pour l'hiver, une personne qui prendrait une semaine en novembre, une semaine en février, mettons, ne pourrait faire prévaloir son ancienneté que pour une de ces 2 semaines-là parce qu'elle les prend de façon non continue. Donc, c'est vraiment pour l'ancienneté compte pour les blocs de vacances continus, donc des semaines continues. Le but, c'est de pas qu'il y ait des fois, il y a des personnes qui prennent plusieurs semaines séparées. Là, ça empêcherait les moins anciens de pouvoir prendre des vacances là, relativement adéquates. Aussi, le type de situation, c'est qu'on a vu quand même de manière récurrente, c'est arrivé quelques fois qu'on a vu ça. Il y a des gestionnaires qui acceptent les personnes qui, mettons, se prennent des semaines de vacances de plus, mais avec d'autres types de congés, donc des vacances fractionnées, des congés fériés qu'on met en banque, du temps banquier, des motifs personnels, bon, ce genre de type-là. L'employeur, le gestionnaire ne peut pas prendre en considération l'ancienneté de la personne pour ces semaines-là, vu que ce n'est pas une semaine de vacances que la personne a le pris, mais bien d'autres types de congés. Donc, la personne ne passe pas avant les autres, malgré qu'elle est plus ancienne, parce que ce n'est pas des vacances qu'elle prend, c'est d'autres types de congés. Le but, c'est d'éviter que des personnes qui sont bien anciennes, on prendrait 7-8 semaines de vacances pendant l'été de suite, et là, ça bloquerait tout le monde qui sont en dessous. Donc, déjà, mettons, personne prend 5 semaines de vacances, plus là, elle a 5 congés fériés banquiers, elle a le banquier du temps, là, bon, ça fait énormément de vacances. Donc, oui, elle peut le faire, mais elle va passer après tout le monde. Si elle veut prendre d'autres semaines comme ça, là, le gestionnaire pourra les accorder, mais il ne pourra pas refuser des vacances à quelqu'un de moins ancien parce que cette personne-là, elle a pris des congés fériés, etc., dans cette semaine-là. Donc, les choix de vacances se font pour la période hivernale qui s'en vient, donc du 1er au 15 septembre. L'employeur doit confirmer les choix au 1er octobre.
Pour la période estivale, le choix se fait du 1er mars au 21 mars et l'employeur doit confirmer les dates de vacances au maximum 8 avril. Les vacances sont accordées selon les besoins du service, mais en tenant compte des préférences et de l'ancienneté, et cela par titre d'emploi, par corps de travail, par service et par port d'attache. Donc, on vous invite, là, si vous voyez jamais qu'il y a des quotas qui sont très bas, que vous trouvez ça anormal, qu'il pourrait y avoir plus que ce nombre-là qui partent en même temps, on vous invite, là, dès que vous le voyez, là, à nous interpeller pour qu'on puisse faire des interventions auprès de l'employeur pour modifier les quotas. Aussi, pour les parents d'enfants de 14 ans et moins ou parents d'enfants qui présentent des troubles, soit de troubles autistiques, soit de la déficience intellectuelle, de la déficience physique, et qui vont à l'école, c'est que ces enfants-là vont à l'école. Ces personnes-là ont priorité lors des semaines de relâche scolaire. Puisque souvent, bon, dans leur cas, c'est un petit peu difficile. Ce n'est pas vraiment possible de ne pas être en vacances à ce moment-là, puisque l'enfant est à la maison, donc ils doivent le garder. Donc, c'est la seule moment où il y a une priorité et que c'est accordé aux parents avant les autres personnes, même si ils sont moins anciens que d'autres qui voudraient avoir les mêmes semaines, mais qui ne sont pas parents ou qui n'ont pas des parents, des enfants à l'école plutôt. Maintenant, les vacances fractionnées. Donc, nous avons droit à 10 jours de vacances fractionnées par année, dont 2 qui peuvent être divisés en demi-journées, donc 4 demi-journées. Également, pour toutes les personnes qui ont plus de 20 jours de vacances par année, donc ceux qui ont des journées additionnelles de vacances là, après 17 ans de service, ces journées additionnelles-là aussi peuvent être fractionnées. Donc, supposons quelqu'un qui aurait 23 jours de vacances par année pourrait en fractionner 10 plus les 3 additionnels, donc elle pourrait en fractionner un total de 13. Et bon, finalement, pour les vacances, si vous obtenez un nouveau poste, les vacances qui vous ont déjà été autorisées dans les calendriers de vacances sont maintenues. Ils vous suivent vos vacances. Même si le nouveau gestionnaire, il ne voudrait pas vous les accorder, peu importe la raison qu'il veut, les vacances suivent. Ça, c'est très clair. La convention collective est claire là-dessus. Les vacances vous suivent. Vous pouvez les changer si vous voulez avec l'accord du gestionnaire, mais le gestionnaire ne peut pas vous imposer de changer vos vacances si elles ont déjà été acceptées au calendrier de vacances. Aussi, si vous tombez en arrêt de travail avant le début de vos vacances, celles-ci sont automatiquement reportées et vous pourrez les prendre là, à votre retour au travail. Mais si vous tombez en arrêt avant, c'est bien important de se préciser, avant le début de vos vacances, elles sont automatiquement reportées. Ce qui fait le dernier tour là, pour les informations en lien avec la convention collective. Donc, on voulait vous faire aussi le point sur l'actualité syndicale. On voulait faire un petit rappel au niveau. Oups, excusez-moi. Il y a eu un projet là, de boursiers là, pour du personnel administratif, là, des AA3 qui font un petit stage. Là, en fait, ils font une attestation, un ASP, attestation de spécialité professionnelle. De quelques semaines. Après ça, ils viennent travailler au CIUS et le CIUS s'engage à leur offrir au moins du temps complet là, pendant une année. Ces personnes-là ne viennent pas prendre la place de gens qui sont déjà là. C'est vraiment des surplus qui viennent là. Donc, il y en a qui ont eu certaines inquiétudes là, l'effet que ces gens-là allaient prendre la place. Donc, les gens qui sont déjà là dans le CIUS, s'ils sont plus anciens aussi, peuvent obtenir des assignations préalablement avant les boursiers qui seraient moins anciens. Donc, ça ne vient pas léser là, les personnes là, déjà en place. Là. Si jamais ça l'arriverait, c'est vraiment important de nous interpeller rapidement là, pour qu'on puisse demander que la situation soit corrigée.
septembre, voyons, vous avez encore cliqué, désolé. Septembre, donc il y aura, on va faire une tournée où on va aller, une tournée de sites, on va aller sur plusieurs sites là, à votre rencontre, là, tournée ambulance parce que ce sera avec un outil de mobilisation là, des syndicats de la santé du SFP qui sont regroupés dans le Conseil provincial des affaires sociales. Il est retourné avec l'ambulance pour aller vous rencontrer là, début septembre, je crois, dans la semaine du 10 septembre. Là, tu me corrigeras, Christine, j'ai oublié de le 19 noter. septembre. 19 Oui, septembre, donc, la semaine du que 19. ça se refait. Donc, on va faire plusieurs sites. Là, donc, vous nous verrez et on vous avisera là, de toute façon là, aussi là, à l'approche. Aussi, donc, comme c'était dit là, lors du dernier rendez-vous, on était à Rivière, on allait à Rivière-du-Loup à ce moment-là, c'est fait. On est allé à Rivière-du-Loup à la mi-juin. L'ensemble des syndicats du SFP, là, des syndicats du réseau de la santé du SFP, pour travailler sur le prochain cahier de négo. La négo revient rapidement. Là, la convention prend fin le 31 mars 2023. Donc, on est déjà en train de travailler. Donc, on a voté sur un ensemble de résolutions pour établir là, nos demandes en vue de cette négociation-là. Cahier qui aura à être ajusté là, avec les demandes des autres syndicats. Je rappelle aussi qu'on va être en front commun cette fois-ci avec avec la CSN, FTQ, CSN, CSQ et APTS là, pour le moment. Donc, il va falloir ajuster, s'entendre sur l'ensemble. Et nous, on va revoir une instance là, début septembre pour ces ajustements-là, là, pour l'ajustement entre les différentes revendications des différents syndicats. Et il y aura Assemblée générale là, pour vous présenter le tout dans la deuxième moitié de septembre. Donc, on vous le dit déjà, soyez préparés. Vous allez recevoir évidemment un courriel, une invitation formelle, mais soyez pas surpris. En septembre, là, il y aura déjà des assemblées générales là, sur la prochaine négo qui vient. Aussi, en septembre, il y aura mes collègues là, à la SST, là, donc Mélissa Morin qui est à la VPSST et voyons, M. Jean Guivien qui aussi travaille sur les mandats SST avec elle, vont lancer un sondage là, qui sera au mois de septembre qu'on vous invite à remplir qui va porter là, sur le bien-être autant physique que psychologique au travail. Donc, on vous invite vraiment à le remplir. Ça peut être aidant là, vraiment pour notre travail, là, pour savoir c'est quoi les problématiques. Elles sont où ces problématiques-là, qui les vit, etc. Donc, ça va aider dans le travail là, des personnes en charge des dossiers SST. Donc, ça fait le tour des points que j'avais à discuter aujourd'hui. On pourrait donc passer à la période de questions. Je vais arrêter le share. Et puis, si Christine, tu peux arrêter